fait. Hein. Je ne voudrais pas être long, je voudrais juste un petit peu, avant que Bernard Cataramière de Marseille prenne la parole, rappeler un petit peu l'historique. Ça a été fait par Annette au début de réunion, mais l'historique un petit peu de cette grande aventure du musée du sel. Parce que je pense que tout le monde n'a pas bien à l'esprit le cheminement qui a débuté dans les années 70. On a dit tout à l'heure qu'on avait la grande chance, avec beaucoup de mal, parce qu'il y avait des oppositions très fortes, que nous fassions partie de la zone est du parc. Rémi Amand en est vice-président aujourd'hui. On a eu beaucoup de mal à le faire grâce à des maires ruraux qui se sont battus. Et d'une manière concomitante, en 1968, la DRAC a commandé des recherches archéologiques dans la vallée de la Seine, avec un archéologue très connu qui s'appelle Jean-Paul Berthaud, qui vit toujours, qui travaille à Grande aujourd'hui, tout le monde connaît le site de Grande. Après cette campagne de recherche archéologique, la volonté de la municipalité de mon père à l'époque a été de valoriser donc ces recherches archéologiques qui ont succédé aux recherches archéologiques menées par les Allemands au début du XXe siècle. Cette aventure, elle a débuté grâce au parc, il faut le dire, à la municipalité et à Pierre Messmer, qui était Premier ministre et qui était notre député. Le musée du sel a été inauguré en 1973. Et il a été inauguré et, si vous voulez, l'ensemble des collections ont été organisées en partenariat avec le monde de l'industrie du sel de Varangéville-Dombasle, qui voyait là une manière de valoriser l'histoire du sel en général. Nous avons géré le musée du sel sous forme associative pendant 33 ans, avec des bénévoles. Mon père était président, je lui ai succédé. Le président Leroy, quand il est devenu président du Conseil général, s'est engagé à décentraliser la culture. C'est-à-dire qu'il considérait que la culture n'était pas un privilège, mais c'était un droit pour les zones rurales comme les zones urbaines. Donc là, on peut l'en féliciter. En 2003, on a donc cédé les clés au département, et donc, avec la nomination d'un conservateur, puis un autre conservateur, je rappelle pour mémoire que quand on a cédé les clés au département, on avait 16 500 visiteurs en 2003. L'année dernière, 6 200. Vous voyez, vous confiez la gestion à des collectivités locales, ce n'est pas forcément une réussite. Pourquoi? Parce que dans le même temps, malheureusement, la présidence du Conseil général a changé. Tout le monde connaît M. Biden, qui n'a peut-être pas la même approche par rapport aux zones rurales. Donc, plus de moyens de communication. On ferme le musée 6 mois dans l'année. Et puis, on va arrêter les fouilles archéologiques qui étaient de dimension internationale, parce que je rappelle que dans l'équipe des chercheurs, il y avait des Chinois, il y avait des Africains, il y avait des Sud-Américains qui venaient explorer toute cette grande aventure qui était le bricolage du néolithique à la protohistoire, etc., et qui a été à la base des collections. Le président Leroy a eu l'intuition, avant de quitter la présidence, je suis allé à Saint-Germain-en-Laye avec lui, le conservateur, pour signer un protocole d'accord qui engage une concertation et une collaboration entre le musée de Saint-Germain-en-Laye et le musée du sel sur le long terme. Pourquoi? Parce que M. Leroy, il avait un temps d'avance. Il avait compris que c'était une manière de pérenniser cette action du musée. Aujourd'hui, le musée est en péril. Vous avez vu dans la presse que l'ouverture qui était prévue au 1er avril est reportée sine die. Alors, une petite explication. Le musée a été fermé le 31 octobre l'année dernière. Paraît-il qu'il y a 2 bâtiments qui menacent ruine, qui ont été ceinturés par un système de sécurité. Les collections ont été retransférées intégralement dans l'enceinte de la Porte de France. Et aujourd'hui, eh bien, on apprend par voie de presse que le musée ouvrira une date totalement incertaine. Alors pourquoi c'est très grave? Parce que le musée du sel, ça dépasse bien, ça va au-delà des collections du musée. À Marseille, comme dans le Saulnois, il y a un patrimoine
lié à l'industrie du sel, il y a un patrimoine religieux, il y a un patrimoine militaire, il y a un patrimoine environnemental. Alors, juste pour terminer, il y a des universitaires parisiens et d'anciens qui m'ont contacté le mois dernier pour programmer des visites au mois d'avril. Alors, vous imaginez l'effet que ça peut faire quand vous leur dites « Ah ben non, on ne peut pas vous recevoir, le musée est fermé ». Il y a un groupe qui arrive de Stuttgart le 28 avril, ce matin, grande visite organisée par la grande maison Fort et Maché de Falsbourg, qui vient faire un grand séminaire avec des Rotariens. Ils viennent le 28 avril, on ne peut pas les recevoir. Voilà où on en est. Donc, moi je tenais absolument à ce que l'ensemble du monde associatif et puis le monde touristique et culturel du Saulnois le sache, parce qu'on ne restera pas immobile. On n'a pas le droit de laisser détruire quelque chose qui a été monté par des anciens et par des gens du territoire. Parce que ce n'est pas de la culture qui a été amenée ni par des Parisiens ni par des Messins. Et on a un devoir, il y aura probablement une mobilisation à envisager si on n'a pas des réponses claires à moyen terme. Alors, je vais donner la parole au maire de Marseille parce que, bien au-delà de l'aspect culturel, il y a évidemment tout l'aspect de la vie économique. Alors juste Bernard, à 6h15, moi je suis obligée de vous quitter. Oui, oui, mais je vous rejoindrai après. Je suis désolée, voilà. Et puis un point important aussi au Conseil communautaire concernant le tourisme, donc voilà. Mais je vous rejoins après, mais bien sûr, vas-y. Et de toute façon, vous continuerez après autour du pot de l'amitié, enfin du lunch, on va dire. On a fait des petites choses à nous, pareil, on a été très économe parce que nos finances sont très serrées. Alors on a essayé de faire des petites choses, voilà, des filles ont fait, j'ai fait, et puis on essaye de faire au mieux à moindre frais. Mais ce qui est important, c'est qu'on passe du temps ensemble après, qu'on puisse discuter, qu'on puisse avoir un résultat absolument à cette rencontre. Et ce que je voudrais, c'est tout de suite programmer, dire on se retrouve en septembre. Hein, on se retrouve en septembre et on arrive avec le sourire parce qu'on aura eu des choses qui vont être différentes de ce qui pouvait se passer avant. En sachant qu'il y a quelques points noirs où il va falloir la mettre encore plus de force, encore plus de conviction, mais je suis sûre qu'on va y arriver. Et c'est aussi pour ça que je comprends les côtés financiers qui ont une sensibilité, mais j'ai besoin, et on a besoin de prouver que le Saulnois est une destination touristique, que c'est un secteur magnifique, parce que bon, je ne sais pas pourquoi, là il y a tout d'un coup une ombrelle qui est au-dessus du Saulnois. Avant c'est bien, après c'est bien, puis nous, presque qu'on nous oublie, je sais pas. Et ça, j'ai plus envie. J'ai envie de prouver à ces élus, à ces politiques, à ce monde qui nous dépasse peut-être, mais bon, ils ont leurs raisons, ils ont leurs droits et je les respecte. Simplement, moi maintenant, j'ai besoin que le Saulnois existe à sa juste valeur pour vous, uniquement pour vous, et pour prouver aussi qu'on peut en faire une destination. Voilà. Bernard. Moi, je ne vais pas reprendre les propos de Jean-Michel, parce qu'il vous a donné un peu la situation du musée actuel. C'est-à-dire que le musée tel qu'il existe, c'est une volonté locale. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qui nous a été parachuté. C'était la volonté locale de Marsalais et de Jean du Saulnois de vouloir montrer qu'on avait des choses magnifiques. Alors le problème, c'est que bon, dans la presse, moi comme vous, on découvre en première page de République Lorrain que le musée du sel est fermé et que sa fermeture, elle est actée pour un certain nombre de temps sans donner d'explication. Et même, je dirais, en nous racontant des mensonges, dans la mesure où les collections ne sont pas dans les bâtiments où il y a un risque, mais les collections sont présentées dans la Porte de France, et que la Porte de France est un bâtiment ultra sain qui est surveillé par les ABF, et que là, vraiment, il n'y a aucun problème. Alors, on a vu naître des barrières au mois d'octobre l'année dernière, quelques barrières, c'était symbolique. Il a fallu, on m'a appelé en disant il faut tout de suite fermer le musée du sel. C'était un vendredi à 3h l'après-midi.
les barrières sont arrivées, et les gens du département ont travaillé jusqu'à 8 heures le vendredi soir pour mettre des barrières en fermant le musée, que c'était tellement urgent que le danger était imminent. Personnellement, je me suis dit, est-ce qu'il faut que je prenne un arrêté de péril, parce que c'était gravissime. Et comme par enchantement, vers le 15 décembre, les barrières ont disparu. Il y avait quelques barrières. Alors j'ai ouï dire ou entendu dire qu'on avait besoin de ces matériels pour utiliser ou pour canaliser sur Metz le chemin des lanternes. Alors, ce qui veut dire qu'entre-temps, le péril de Marsanne n'existait plus, c'est-à-dire qu'il n'y avait plus de problème, puisqu'on avait une barrière. Et puis là, quelques jours avant l'entrée théorique, l'ouverture théorique du musée, alors là, on nous a mis des barrières. Alors, je ne sais pas si vous êtes déjà venu à Marsanne ces derniers jours. Alors, toutes les casernes sont